Mis à part les questions de gouvernance, on se trouve également à un tournant pour les enjeux de gestion de la ressource en eau. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'elles doivent être de plus en plus intersectorielles et prendre en compte les spécificités sectorielles, de plus en plus intégrées. Deuxièmement, elles doivent faire face à des problèmes récurrents de financement sur tous les continents et quel que soit le mode de gestion. Et troisièmement, justement, les modes de gestion, publics, privés, communautaires, font tous face à des défis et des crises croissantes. Commençons par le premier enjeu, la multisectorialité. De tout temps, les hommes, surtout dans nos sociétés politiques modernes, ont organisé leur rapport à la ressource à travers des rapports sectoriels. On gère la ressource en eau du point de vue agricole, par l'irrigation. Les politiques énergétiques s'approprient et gèrent la ressource pour ce qui concerne la production d'hydroélectricité. La protection des écosystèmes fait désormais partie du lot des politiques environnementales. L'irrigation et l'agriculture, l'hydroélectricité, l'énergie, la protection des écosystèmes et les politiques environnementales, on peut multiplier ainsi toute une série de secteurs qui font un usage à leur manière de la ressource en eau. Or, avec le temps, ces secteurs ont tendance à voir leur savoir, leur mode de faire, leurs pratiques se solidifier, se cristalliser, leur référentiel de plus en plus se figer, de telle sorte que l'appréhension de la ressource par le secteur agricole ou réciproquement par le secteur électrique est totalement différente. Ces secteurs se fragmentent, se différencient, et c'est ce que l'on appelle une gouvernance de plus en plus en silo, de plus en plus compartimentée. Et l'on perd au final cette vision commune et intégrée de la ressource. Or, depuis quelques années maintenant, depuis on va dire une trentaine d'années, toute la question c'est comment retrouver toute l'unité de la ressource dans sa gestion. On en a déjà parlé avec les questions territoriales, c'est la même question pour les perspectives intersectorielles. Comment retrouver une vision plus transversale de la ressource en eau qui transcende les différents secteurs. Et là, malgré le développement de concepts importants que l'on aura l'occasion de voir, de gestion intégrée de l'eau ou de nexus, eau, énergie, alimentation, eh bien, on doit dire que les sociétés politiques n'ont pas encore trouvé de moyen idéal de gérer la question de l'intersectorialité. Ce problème de l'intersectorialité, il pose aussi plus fondamentalement la question des financements. Pourquoi ? Parce qu'avec l'essor des politiques environnementales notamment, on place de plus en plus de normes de qualité, de normes de bonne gestion sur la ressource en eau. Il faut que l'eau soit qualitative, que l'eau restituée au milieu permette effectivement la bonne survie des écosystèmes et leur reproduction. Et toutes ces questions font que l'on place de plus en plus de normes, on élève le nombre de normes sur les ressources en eau. Prenons un exemple. Aux États-Unis, on a dénombré pas moins de 60 normes de potabilité ou de qualité de l'eau. En France, c'est à peu près tout autant, entre 60 et 80. Or, toutes ces normes, ces 60, 100 normes selon les pays, doivent être payées par les usagers. C'est tout du moins ce que nous dit la doctrine d'économie de l'eau, qui veut que chaque usager de l'eau paye le coût complet de son usage, du traitement de l'eau en amont jusqu'à la dépollution de l'eau usée en aval. Ce principe de tarification au coût complet, ou en anglais de full cost recovery, impose en réalité une élévation du prix au fur et à mesure que les coûts de l'eau et les coûts de traitement s'élèvent. En étudiant le cas de Santiago du Chili, j'ai eu l'occasion de montrer qu'en 20 ans, le prix a plus que doublé du fait de l'élévation des normes environnementales. Et dans un pays en développement, tel que le Chili, et dans la région métropolitaine de Santiago, cet impact de la hausse du prix se fait directement ressentir sur l'élévation des impayés et des coupures d'eau, et finalement de l'inaccessibilité sociale à l'eau. On le voit à travers cette carte qui nous montre comment progressivement les impayés d'eau se sont diffusés
au fil de l'élévation des normes environnementales et de leur impact sur les prix de l'eau. Tous ces enjeux posent la question centrale: les usagers ont-ils les moyens de payer leur service d'eau? Cette question, elle est valable, comme on vient de le voir avec Santiago du Chili, mais elle est aussi valable dans l'Union européenne, ou avec la directive cadre sur l'eau et ses différents champs d'application. On est en droit de s'interroger de plus en plus sur notre capacité à tous de payer le prix de l'eau et ses services associés en termes de protection de l'environnement. Cette question du consentement à payer et même de la capacité de payer le juste prix de l'eau nous rappelle en fait que dans l'histoire, les services d'eau ont été longtemps subventionnés et longtemps soutenus par les budgets publics. Mais dans un contexte de crise assez généralisée des finances publiques, même cette perspective-là de soutien public des budgets de l'eau est remise en question. Du coup, à travers le monde et quels que soient les modes de gestion, la crise de financement guette tous les services publics de l'eau potable. Troisièmement, des modes de gestion privés qui se sont développés au long du 19e, fin 19e et surtout tout au long du 20e siècle, notamment dans les grandes villes, en faisant appel à des systèmes de concession où la collectivité publique concède à une entreprise privée la gestion de son service d'eau, voire même des services complètement privatisés. Tous ces modes de gestion, finalement, ont pu aussi s'hybrider, se mélanger. On a aussi des modes de gestion publics communautaires, privés communautaires, privés publics. Mais en fait, leur point commun, c'est que tous font l'objet, à l'heure actuelle, de différentes crises, de différents questionnements sur leur devenir. Ça a d'ailleurs beaucoup à voir avec les questions de financement dont nous venons de parler. Le modèle public, tout d'abord, peut faire face à des problèmes d'accès aux capitaux. Pour ces investissements, le renouvellement de ces réseaux, l'investissement dans les infrastructures de potabilisation, par exemple, dont nous venons de parler. Le modèle privé, lui, certes, peut avoir plus facilement accès aux capitaux, mais néanmoins pose des problèmes parfois plus aigus en termes d'accès à l'eau potable pour tous, de rentabilité globale du système. Le modèle privé peut aussi poser des problèmes d'encadrement par la puissance publique, d'encadrement du fonctionnement des entreprises privées, de contrôle en fait de ces entreprises, qui peut parfois être coûteux pour une collectivité locale. Le modèle communautaire, quant à lui, fait face à des enjeux cruciaux de professionnalisation et de financement au quotidien des services d'eau potable du fait de la capacité de paiement dont nous venons de parler. Ces trois grands types de services, ces trois grands types de modèles, publics, privés, communautaires, se trouvent tous en quelque sorte à la croisée des chemins et nous imposent finalement de repenser ces modes de gestion à l'aune des grands enjeux contemporains, soulevés par l'intersectorialité dont nous avons parlé et qui impose de nouveaux coûts pour les usagers qui peuvent être répercutés sur la facture de façon parfois extrêmement importante.